Et qu'est-ce qu'on demande à une petite fille? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Arlette, mais je ne peux pas dire mon nom. Je porte un nom typiquement juif. Je ne peux pas rentrer parce que j'ai l'étoile jaune. Quand on voit aujourd'hui la montée de l'extrême droite, ça vous fait peur? Bonjour Arlette. Bonjour. Je suis très honorée d'être chez vous. Je suis ravie de faire votre interview pour Mémo. On va parler ensemble de votre enfance. On va parler du 16 juillet 42, où on vous a emmené au Vélodrome d'hiver. Vous êtes victime de la rafle du Veldiv, ce qu'on appelle la rafle du Veldiv, l'une des plus grandes arrestations C'est la juifs. plus grande. C'est la plus grande arrestation en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous allez nous raconter ça. Vous allez nous parler aussi de l'après-guerre. Vous êtes née en 1933, Arlette. Vous avez 91 ans. On est à Paris. Vous êtes née à Paris. Vous êtes Oui. une pure parisienne. Oui. Je suis très parisienne et je connais Paris comme ma poche. Et non seulement je connais Paris, mais je connais l'histoire de Paris. Vous êtes d'origine polonaise. Mes Mais parents, non. Moi non. Moi je suis d'origine française, Oui, vous êtes 100% française. 100%. Mais vos parents viennent de Pologne. Oui. Ils sont arrivés en France assez Oh, jeunes. dans les années, mon père est venu en France dans les années 15, 20, tout jeune. Il est venu tout jeune. Il devait avoir 15 ans parce qu'il a fui la Pologne ukrainienne, raciste, antisémite, les pogroms et tout. Et la misère surtout. Donc il est venu s'installer en France. Il y avait aussi un quota pour venir en France, c'était pas facile. La France avait besoin à ce moment-là d'ouvriers, de mineurs de fonds. Donc c'était pas du tout son métier, parce que mon père était fourreur, mais il s'est inscrit justement de Pologne pour venir travailler dans les mines. Il n'a jamais travaillé dans les mines. Une fois qu'il est arrivé en France, il est venu sur Paris. Mais il est C'est comme venu ça qu'il a avec pu des papiers pour travailler dans les mines du Nord. Vous n'avez pas longtemps connu vos parents, on va en parler. Mais est-ce que vous vous souvenez de comment ils étaient? Ah oui, bien sûr. Mon père était quelqu'un de très attachant, d'abord très français. C'est quoi être très français? Qu'est-ce que c'est être très français? C'est donner une valeur à la petite fille que j'étais, qui était comme insupportable. J'étais une petite fille pas possible. C'est vrai, vous faisiez des bêtises? C'est pas que je faisais des bêtises, j'étais pas à ma place. Je suis la seconde, j'ai 16 mois de différence avec ma sœur aînée, on attendait un garçon, et en fait, je suis née un peu un garçon manqué. Donc, j'avais pas ma place avec les filles, puisque j'allais à l'école des filles. Les filles devaient jouer à la poupée, je détestais ça. Les filles, ça pleure, ça griffe, ça mord, ça peint. Je détestais ça. Moi, je n'aimais que les garçons, parce qu'avec les garçons, je pouvais me castagner, je pouvais jouer aux billes, enfin tout. Vous bagarriez? Ah, beaucoup, beaucoup. Je grimpais partout, je cassais tout. Donc, mais, vous posiez la question, qu'est-ce que c'est d'être français? Vous voyez, bon. Donc, cette petite fille, qui était insupportable, mais qui était élevée très français. D'abord, je disais bonjour avec des gants blancs, je faisais la révérence. J'ai très, très bien élevé. Ça, on ne parlait pas à table, il fallait demander la permission. Ah oui, oui, très strict pour ça. Même quand vous mangiez tous les quatre, avec votre sœur? Oui, plutôt, les enfants mangeaient plutôt à part. D'accord. On mangeait plutôt à part. Bon, au moment des fêtes, c'est vrai, s'il y avait du monde, bon, on nous permettait. Mais on n'avait pas le droit à la parole, comme maintenant. Donc vous respectiez quand même les règles à la maison? Très, très, justement. Et justement, comme je vous disais, comme j'étais insupportable, mon père me passait tout, parce que je me souviens, bon, une des bêtises. Vous avez dû connaître ça, vous savez, dans toutes les maisons, il y avait ces buffets, vous savez, à double corps. Ouais. En bas, on mettait la vaisselle, en haut, il y avait les verres, et entre les deux, il y avait un marbre, un truc comme ça. Bon, moi, mon plaisir, c'était de me mettre entre les deux, puis un jour, j'ai rien trouvé de mieux que de monter tout là-haut. Et pst, bien sûr, tout le meuble est tombé, j'ai tout cassé, la vaisselle et tout ça. Et ma mère me court après, je vois encore, elle dit, j'en peux plus, je vais la tuer. C'est pas possible, on peut plus la tenir. Et mon père m'a caché sous la table, sous la nappe, et je l'entendais, tu bouges pas. Et je l'entendais dire à ma mère, écoute, elle va se calmer. Elle est comme ça,
elle va se calmer. Et ma mère dit, jamais. Je dis, si, elle va se calmer. Elle travaille tellement bien à l'école. Et j'étais une excellente élève. Ça compensait un petit peu votre Ça comportement. compensait tout. Mon père me passait tout parce que j'étais une excellente élève. C'est pas comme maintenant, vous savez, on donnait des bons points, on avait des médailles. Toutes les semaines, j'avais la médaille du bon travail. Je travaillais très bien. D'ailleurs, j'ai toujours aimé l'école. J'ai quitté la faculté il y a 4 ans. Il y a 4 ans? Oui. Ah bon? Ben oui, on peut aller en faculté en auditeur libre. J'allais à la Sorbonne en auditeur libre. Oui, bien sûr. Donc vous avez toujours aimé Toujours apprendre. Si on apprend une chose par jour, on peut se coucher tranquillement. On a appris quelque chose. C'est important d'apprendre. Donc votre papa vous protégeait. Bon, voilà. Donc voilà comment j'ai été élevée. Donc mon père me protégeait. Ma mère, plus riche, c'était la maman qui était là. Mais elle me gâtait beaucoup parce que j'avais le temps de rien. Je mangeais pas, j'étais mec comme un clou. Elle me cavalait derrière. Encore une bouchée de purée, avale. Pourquoi vous n'aviez pas le temps? Parce qu'il fallait que je fasse quelque chose, je sais pas, j'étais toujours occupée. Ah, vous étiez hyper active. Tout le temps. Vous avez tout le temps besoin de faire quelque chose? Oui, je jouais, j'apprenais, j'aimais les livres. Puis manger, c'était du temps de perdu. Oui, rester à table, c'était du temps de perdu. Rester sage à table, c'est du temps de perdu. Et quand vous dites je faisais la révérence, oui. On ne se rend pas compte. C'est quoi faire la révérence? Une génuflexion. Mais à qui vous faisiez la révérence? Ben, quand il y avait des gens qui arrivaient, des clients, ou dans la rue, tout le temps. Quand on disait bonjour, dit bonjour à la dame, dit bonjour monsieur, et tout ça, on faisait une génuflexion. C'est une extrême politesse. Enfin, moi, de ce que j'imagine aujourd'hui, ça fait très royal. Non, ça faisait pas royal, ça faisait petite fille normale, en soquette blanche et gants blancs, qui fait une génuflexion, dit bonjour, et instinctivement, on faisait une génuflexion. Et vous parliez de l'école. Donc vous étiez dans une école de filles. Oui, laïque. Mais vous n'aimiez pas... vous n'avez pas beaucoup de copines du coup? Ah, pas du tout. Ah oui. Pas du tout. J'attendais qu'une chose, la sortie de l'école pour aller au square, au jardin, ou dans la rue, ou dans les cours. J'habitais un grand immeuble, un grand pâté de maison, il y avait une grande cour au milieu, et où je retrouvais tous les garçons, tout le monde, oui. Puis alors là, on se penchait, il y avait des barres partout, je faisais le cochon pendu, je revenais avec des trous dans la tête, mais enfin bon. Oui. Et vous étiez acceptée par les garçons? Oui, parce que j'étais très résistante, puis je pleurais pas. Oui, donc vous vous êtes fait votre place naturellement. Oui, oui. Je trouvais que les filles étaient un peu trop ficelles, vous savez, de biais et tout ça. Moi, je suis plutôt carrée. Franche, enfin... Ouais, voilà. Ouais. Et puis je suis restée un peu comme ça aussi. Et j'aime justement ce contact des gens carrés. Ouais. Et vous aimez bien les filles ou vous trouvez différentes? Bon, je sais pas, non, j'avais pas vraiment de contact avec. Ça vous était égal? Peut-être la petite fille qui est sur la photo, que je considérais un petit peu comme une petite sœur et que je défendais partout. Donc elle, voilà, ça c'est une petite fille? Voilà, qui était ma petite voisine. Son père était notre tailleur et c'est lui qui me faisait mes vêtements. Et elle habitait, moi j'étais au 114 de la rue du Temple, elle au 117, donc juste en face. Et on a quand même presque 2 ans de différence. Je la considérais comme ma petite sœur. Donc je la défendais tout le temps et c'est tout. Donc autrement, c'était la seule petite fille qui était très proche. Et jusqu'à présent, c'est toujours mon amie. C'est vrai? Oui. Vous vous connaissez depuis? Depuis la naissance, depuis tout le temps. Et en plus, je vois que vous avez traversé des épreuves ensemble, parce que sur cette photo... Oui, on est ensemble avec l'étoile jaune. Vous avez l'étoile jaune sur vous. Ouais. Cette photo, on va en reparler, ouais. Mais c'est après le 16 juillet. Après le 16 juillet. Ouais. Là, vous êtes petite fille, vous vous cachez, et elle est là aussi. Oui. Vous avez traversé les épreuves avec elle. Oui. Oui, donc on l'a pas précisé, mais vous êtes de confession juive. Oui. À la maison, il y avait des traditions, des fêtes déjà ou... Oui, il y avait des traditions, mais on n'était pas ultra religieux. Alors, du fait que mon père était français. Ouais. Alors, on a la chance en France, vous voyez, par exemple, Noël tombe en même temps que les fêtes juives de Hanouka, ce qu'on appelle la fête des Lumières.
Donc j'avais des jouets à Noël et j'avais des jouets pour Hanouka. Pâques tombe à peu près aux mêmes fêtes que le Pessah, le Pâques juif. Donc on faisait les fêtes là, on faisait les fêtes là, bon, on faisait je faisais tout. Qu'est-ce que vous receviez comme cadeau? Le plus beau cadeau que j'ai reçu, c'était un violon, un instrument de musique. Vous jouiez de la musique? Oui, parce que j'aimais ça et malheureusement, il a été pris quand on nous a pris l'appartement, quand on nous a pris, qu'on a été spoliés. Autrement, qu'est-ce que j'avais comme jouet? Bon, c'est vrai que papa, il ne faisait pas de différence. Il y avait, je me souviens, une poussette avec une poupée pour ma sœur, une pour moi, mais il y avait une trompette, moi ça m'intéressait plus. Il y avait beaucoup de jeux de société. On jouait avec des jeux de société, des jeux de cartes, des dominos, des choses comme ça. Et puis le droit d'écouter la radio. Ah, c'était un droit? Vous deviez... Ah oui, il fallait avoir fini les devoirs et tout ça, écouter la radio, mais pas n'importe quoi la radio. D'abord, il y avait les... C'est vrai qu'il y avait la musique, mais les pièces de théâtre. Vous adoriez écouter les pièces de oui. théâtre? Oui, oui, on était pensé dessus. Et puis la musique aussi, parce que je connais toutes les chansons des rues. Il y avait les chanteurs des rues qui n'existent plus. C'était extraordinaire, ces chanteurs des rues qu'il y avait. C'était quoi les chanteurs de rue? Eh ben, c'était des chanteurs comme il y en a maintenant dans le métro, qui venaient, mais dans les cours d'immeubles, qui jouaient ou de l'accordéon ou qui jouaient du pipeau et qui chantaient. Je connais toutes les chansons, tout le répertoire à l'ancienne, des choses comme ça. Et le grand plaisir, moi je me souviens quand on était à la maison, c'était de leur donner de l'argent. Donc quand ils jouaient dans la cour, nous on habitait au 3e étage, c'était de leur lancer de l'argent. Alors papa il enveloppait de l'argent dans du papier journal et on leur lançait et eux ils l'attrapaient dans la cour où on les entourait en bas dans la cour où il y avait ces chanteurs et eux se faisaient de l'argent avec les partitions. Ils nous vendaient les partitions des paroles. Et après, donc, vous pouviez jouer au violon, par exemple. On avait paroles et musique. Et c'est comme ça qu'on connaît, ma sœur et moi, encore toutes les anciennes chansons. Combien de fois on se remémore quand on marche dans la rue, toutes ces anciennes chansons françaises qu'il y a. C'était une ambiance festive? Très festive. Vous savez, on jouait dans la rue. C'est pas comme maintenant, les enfants, on les emmène dans un club. Moi, je vois mes arrière-petits-enfants, ils sont programmés à aller dans les clubs, comme ça. Nous, pas du tout. Nous, on jouait dans la rue nous appartenait. Vous pouviez descendre de chez vous? Tout le temps. Et aller jouer avec, retrouver vos amis? Tout le temps. Il n'y avait pas des voitures comme il y a maintenant. On jouait dans la rue. Moi, de chez moi, j'allais au Square du Temps, mais comme rien du tout. La rue nous appartenait. Les enfants jouaient dans la rue. Il n'y avait pas cette peur qu'on a aujourd'hui? Pas du tout, pas du tout. La seule chose que mon père me disait, si tu te perds, tu demandes à un agent et te ramènera à la maison. C'est incroyable parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. Non. Non seulement on ne peut plus faire ça, mais attendez, on prenait le métro comme rien du tout. On allait partout comme rien du tout. Vous aviez moins de 10 ans, vous preniez le métro toute seule? Oui. Ça n'existe plus aujourd'hui? Non. Et bah, je ne sais pas. Est-ce que vous comprenez pourquoi aujourd'hui c'est plus possible? Le monde a changé. Il n'y a plus d'abord ce respect. On avait, nous, un respect quand on croisait un adulte. Jamais on l'aurait bousculé, on serait descendu du trottoir. Je sais pas, il y avait ce respect de l'adulte qu'il n'y a plus maintenant. C'était les adultes d'abord, un grand respect envers eux, peut-être les professeurs aussi. Ah, les instituteurs, ça, l'institut, c'était pas n'importe quoi, parce que je vous ai dit que j'étais une petite fille insupportable. Et c'est vrai que j'aimais l'école. Mais ça m'arrivait, que j'avais été plus ou moins sage ou des choses comme ça. Mais si je rentrais à la maison et que je disais, tu sais, la maîtresse qui, la maîtresse... Là, j'avais jamais raison. Ah oui. Jamais, jamais, jamais. L'école, c'est comme ça. Par exemple, ils rentraient en classe, tout le monde se levait, il y avait des... Tout le temps. Et avant de rentrer, il y avait un silence, on se mettait en rang. Et un mot de l'institutrice, c'était ou la grosse punition, ou la grosse récompense, ou les remontrances, mais il y avait toujours un commentaire sur le livret scolaire et tout. C'était très important. C'était quoi les punitions? C'était l'interdiction d'aller le jeudi au cinéma, d'aller voir Charlot. Oui, d'aller voir Charlot, d'aller voir, oui,
J'allais voir Laurel et Hardy, j'allais au cinéma qui n'existe plus de la rue de Bretagne. Et c'était notre cinéma. Donc quand vous faisiez trop de bêtises, vos parents ils vous disaient oui. ce jeudi, pas de cinéma. Voilà. Oui. Ça vous attristait? Bah oui, évidemment. C'est pour ça qu'il faut mieux se tenir à carreau quand même. Et est-ce qu'il y avait aussi le respect, par exemple, la police française? Est-ce que vous en aviez peur, vous les craigniez, vous respectez? Non, on n'avait pas peur de la police parce que mon père me disait si tu te perds, si tu arrive quelque chose, va voir la police. Et d'ailleurs, ce qui est arrivé d'ailleurs en janvier 1942, moi j'ai pas compris que j'ai été arrêtée par la police française. Ah oui. J'ai jamais vu d'Allemands. 6 heures du matin, c'est la police française qui est venue nous arrêter. Et avant le juillet 1942, quand mon père a été, lui, arrêté pour aller du camp de Pithiviers et après de Pithiviers à Auschwitz pour se faire assassiner, il ne s'est pas fait rafler comme moi. Ouais. Mon père est parti, ce qu'on appelle, sur convocation. Il y a eu 2 grosses arrestations dans Paris sur convocation. L'arrestation des notables où le grand-père d'Anne Sinclair s'est fait arrêter, c'était les notables. Et ensuite, ce qu'on appelle l'arrestation du billet vert, où mon père s'est fait arrêter. On a reçu un petit billet vert grand comme ça, où il y avait écrit « Présentez-vous au commissariat de votre arrondissement pour vérification d'identité ». Et c'est là que ma mère lui dit « N'y va pas », parce qu'on avait déjà été spoliés avant, on avait déjà eu le tampon juif sur nos cartes d'identité, donc ma mère se méfiait. Donc mon père n'a pas été raflé, il s'est fait arrêter au commissariat. On est arrivé au commissariat, c'était bien fichu ce billet vert. Il y avait écrit « accompagné d'un adulte ». Donc maman y va, nous aussi, ma sœur et moi, on y va toutes les 3. Et quand il est arrivé, on lui a pris ses papiers et on a dit à ma mère « il ne sort plus ». Après, vous ne l'avez plus revu? Non, après si je l'ai revu dans le camp de Pithiviers, oui. Mais il est parti au camp de Pithiviers, donc c'était bien fichu. Pourquoi? Pour accompagner un adulte. On a dit à ma mère d'aller chercher quelques vêtements, une gamelle avec un verre, enfin je ne sais pas quoi, un quart, et puis après il n'est plus sorti. Donc à partir de là, pour moi la police avait un autre visage. Parce que pour vous, elle avait pris le visage de l'ennemi. Oui, le visage de l'injustice. Mon père s'est jeté dans la gueule du loup. Parce qu'il avait confiance. Il avait confiance en la France. Entièrement. Je vous dis, il était plus français qu'un Français. Et avant 1942, vous disiez, en 1939, donc quand la guerre éclate, il s'est même engagé volontairement? Tout de suite. Moi, j'ai entendu mon père en 1938. 38. En 1938, on est en vacances à Pontaillac, à côté de Royan. On est au bord de la mer, c'est l'été, et puis il y a des rumeurs de guerre et choses comme ça. Et mes parents sont avec des amis, nous on est les enfants. Et puis comme je suis près d'eux, j'entends mon père qui dit « S'il y a la guerre, moi je m'engage tout de suite, me battre pour la France ». Et moi, pour moi, me battre, c'était me castagner avec les garçons. Je comprends rien du tout. Je dis « Mais qu'est-ce qu'il veut faire, papa? Se battre avec quoi ?» En 1938, il a dit ça, mon père. Et en 1939, il s'est engagé volontaire et il est parti se battre pour la France. Et est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez vu des soldats allemands? Oui. Oui, je me souviens, c'était sur les grands boulevards. Puisqu'on habitait rue du Temple, on va vers la République. Et là, je vois ces affiches qui commencent à être écrites en allemand. Vous savez, pour les rues, il y avait écrit en allemand, Die Gasser et tout ça. Et c'est là, c'était les premiers Allemands que j'ai vus. Qu'est-ce que ça vous fait? Pas grand-chose. Vous ne vous rendez pas compte? Pas du tout. J'ai très confiance à la France, à mon père. Non. Parce que votre père, on voit qu'il avait vraiment confiance. Oui. Mais votre mère était beaucoup plus méfiante? Très. Très, très méfiante. À juste titre. C'est pour ça que je suis là. Si elle n'avait pas été méfiante, oui. Et courageuse, on va y revenir, oui. Et donc, on arrête votre père en janvier 1942. Vous le revoyez pas pendant combien de temps? Ben, je le vois pas pendant pas longtemps, pendant quelques mois. Ma mère s'est débrouillée pour faire la connaissance d'un gendarme qui était gardien
dans le camp de Pithiviers, un gendarme extraordinaire. Elle nous a emmenés chez lui et on a mangé chez lui et on a même dormi chez lui. C'est ce gendarme. Et le lendemain, il a dit, bon écoute, demain tu t'approcheras du camp, je vais dire à ton papa, et il venait devant les barbelés et tout ça. Donc, oui, là j'ai vu mon père dans le camp de Pithiviers. Il a même été... il aurait pu se sauver, vous savez, du camp de Pithiviers. Très facilement. Parce que on est l'été 41. Oui, c'est l'été 41. La fin de l'été 41, c'est l'époque des moissons. Et les paysans tout autour de Pithiviers ont besoin de main-d'œuvre. Et il n'y a pas de jeunes, parce que les jeunes français avaient été pris soit par le STO, ça avait servi du travail obligatoire, Ouais. donc d'autres se planquaient et tout ça. Donc il n'y avait pas pour faire les moissons. Et les paysans ont demandé au camp de Pithiviers de leur donner De la main-d'œuvre. de la main-d'œuvre juive internée. Donc mon père a été travailler dans une ferme, il s'est empressé de nous écrire, on a été le rejoindre, on a dormi dans cette ferme. Ah, donc il Dans aurait les pu granges. partir avec vous. Et bien sûr, ma mère, et je me souviens même le paysan, il ne voulait pas qu'on s'éclaire parce qu'il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait que des lampes acétylène, il n'y avait pas qu'il y ait du feu. Enfin, ma mère a réussi à faire, je ne sais pas comment elle a fait, des bougies avec de la graisse de bœuf, bon, enfin bref. Mais je l'entendais tous les soirs parler à mon papa dans la paille où on dormait, en lui disant « il faut qu'on se sorte, il faut partir, il ne faut pas rester, il faut sortir, il faut partir ». Et tous les soirs, mon père lui disait « mais regarde, je suis bien, regarde, on m'a donné du travail, la guerre va bientôt finir, on est tranquille ici, on est français ». Il ne voulait pas partir et il aurait pu se sauver. Beaucoup sont partis du camp de Pithiviers comme ça. Mais pourtant, il savait qu'il était là parce que juif. Oui, mais il avait confiance en la France, Ouais. il disait la France va gagner la guerre, que ça ne va pas durer. Non, il y croyait dur comme fer. Pour lui, c'était évident. Et vous, qu'est-ce que vous en pensiez à ce moment-là? Qu'est-ce que vous disiez? Bah, moi, je trouvais que maman était... je trouvais que mon papa était très costaud et que maman s'accrochait. Elle était tellement amoureuse de mon père. Elle était folle amoureuse, c'était un couple extraordinaire, que je me disais, elle s'accroche trop à lui, peut-être, je ne sais pas. Et je trouvais que mon père était plus courageux, peut-être. En fait, c'était elle la courageuse, plus que lui. Parce que lui, il était confiant et aveugle, et elle était lucide et courageuse. Donc, les lucides et courageux a fait qu'on est là. Vous dites il s'aimait beaucoup. Beaucoup. Plus que s'aimaient beaucoup. C'était des amours d'enfance. Ils se sont connus, ils avaient 14 ans. Ma mère a été une femme très élégante. Régulièrement chez coiffeur, des bijoux. Quand il a été démobilisé, il était tellement content d'être démobilisé qu'il a offert à ma mère une bague où on soulevait la pierre. C'était une montre. Je me souviens encore. Elle a été une princesse. Donc c'est elle sur la photo, ça c'est votre maman. Ouais, ça c'est ma maman. Avec votre sœur, Ouais, Madeleine. ouais. Et ça Et c'est vous? moi, la toute petite. Est-ce qu'on se disait des mots tendres? Est-ce qu'on se disait je t'aime? Comment on exprimait l'amour dans votre famille? Justement, on en a parlé avec ma sœur. Maintenant, c'est vrai qu'on bisoute, on n'arrête pas de bisouter les enfants et tout ça. C'était une autre manière. Bon, il y avait le coucher qui était tendre, où il y avait ma maman qui venait, tout ça. Mais les grosses effusions, non. Il n'y avait pas, il y avait cette éducation qui faisait... La pudeur? Oui, la pudeur, sûrement. Puis, c'était pas la coutume. C'était pas la coutume. La coutume était que les enfants ont leur place, les parents ont leur place, et comme ça. Donc, oui, c'était pas la coutume. J'ai pas été privée parce que j'étais une petite fille où on m'a beaucoup câlinée, ma mère m'a beaucoup câlinée, mais pas comme maintenant. La seule chose que je me souviens surtout, comme
Bon, comme je vous ai dit, j'étais infernale. Et puis elle tenait à un moment que je me repose, que je fasse la sieste. On avait du monde le soir et tout. Alors elle me dit, bon, on va se coucher, on va faire les petites cuillères. C'est-à-dire qu'elle s'allongeait avec moi sur le lit et elle me mettait mon dos sur son ventre. Et elle me caressait le dos sous la chemise que j'avais. Sous le maillot de corps, donc elle me caressait, je finissais par m'endormir. Ça, c'est ce qu'est se coucher en petite cuillère. Et vous n'avez jamais oublié ça? Non. Et d'ailleurs, même quand je prends des fois mes arrière-petits-enfants, on fait les petites cuillères. Parce que de la voir comme ça, oui, je me souviens très bien de ça. Ah, oui. Quand est-ce que pour vous, ça change, votre vie change? Alors, ma vie change. Vous voyez, cette photo est en rapport avec ce que ma vie va changer. Pourquoi? L'étoile jaune? L'étoile jaune, exactement. Parce que l'étoile jaune, il a fallu qu'on l'achète. Ça coûtait combien une étoile jaune? On ne sait rien, mais bon, on n'avait pas d'argent, on ne travaillait plus, puisque les Juifs n'avaient plus le droit de travailler. Tout nous avait été saisi, spolié, tout ça. Donc il a fallu qu'elle l'achète. Deuxièmement, on avait des tickets pour le pain, le lait et pour les vêtements. Donc on a donné des tickets de vêtements pour avoir ces saloperies d'étoiles jaunes. Oui, en plus, on vous l'impose et en plus, il faut l'acheter et donner des tickets de vêtements. On nous a privé de je sais pas, de culottes, de maillots de corps, enfin je ne sais pas trop quoi. C'est des tickets de vêtements. Et maman revient avec ses étoiles jaunes et va pour me mettre sur la blouse pour aller à l'école le lendemain. Puis je dis, moi je ne vais pas à l'école avec ça. Je ne vais pas à l'école avec ça, ce n'est pas une décoration, ce n'est pas quelque chose. Moi je vais à l'école laïque, les autres petites filles n'ont pas d'étoiles jaunes, je ne vais pas à l'école avec ça. Et j'insiste. Et ma mère ne sait pas quoi faire, je suis une petite fille plutôt difficile. Et elle a trouvé justement cette diplomatie, parce que j'insiste, et tu ne la coudras pas, je ne la mettrai pas. Elle dit, tu sais qu'est-ce qu'on va faire? Mon père était déjà parti sur Auschwitz, on avait reçu le papier, parti en destination inconnue. Donc on ne savait pas où il était parti, nous on disait qu'il est parti à Pichipoy, c'est-à-dire le pays imaginaire. Et ma mère trouve cette astuce pour cette étoile jaune en disant, tu sais, papa a dit, il faut être fier d'être français. Ok. Alors tu sais, on va aller faire des photos et on enverra à papa qui est parti travailler, on pensait travailler en Allemagne. Et c'est pour ça que j'ai des photos avec l'étoile jaune. Donc on est parti se faire des photos pour les envoyer à papa. Et ça, justement, c'est le premier traumatisme que j'ai, cette étoile jaune. Donc le matin, je vais à l'école, bon, je rase un peu les murs, je ne suis pas très fière. Vous avez honte de la porter? Ben oui, bien sûr. Donc j'arrive à l'école de la rue des Vertus, comme partout, on réunit toutes les filles. Il y a quelques petites filles qui ont des étoiles jaunes, je vais à l'école laïque. La directrice a été extraordinaire, elle a réuni tout le monde. Elle a dit, voilà, il y a des petites filles qui ont des étoiles, si j'entends la moindre réflexion, tout le monde sera puni. Je suis tranquille, je me mets en rang, je rentre dans ma classe. Et comme je vous ai dit, j'ai été en faculté jusqu'il y a 4 ans. Mais j'ai oublié les noms des enseignants. Mais elle, je me souviens. Ma maîtresse d'école, c'était pas une enseignante, on disait ma maîtresse d'école, mademoiselle Gélas, qui monte dans la classe et elle a le même langage, en disant voilà, il y a des petites filles qui ont des étoiles jaunes. Si j'entends la moindre réflexion, toute la classe sera punie. Bon, je suis tranquille, je travaille, je fais bien, je suis contente. Je sors à 4h30, puis je fais comme tous les jours. Je vais chercher mon goûter, je vais chercher mes patins à roulettes, pas comme maintenant qui sont en plastique, mais qui étaient en métal avec des roulements à billes, qui faisaient un boucan pas possible. Vous alliez les chercher où? Chez moi, à la maison. Et le goûter, c'était quoi? Le goûter, alors le goûter, c'était toujours un petit pain au lait, avec une tablette de chocolat, poulain qu'on rentrait dedans, ou meunier qu'on rentrait dedans. Le petit pain au lait. Donc je vais prendre mes patins à roulettes, et je vais, comme tous les jours, j'habitais à 150 mètres du square du Temple qui existe toujours, où je retrouve les garçons pour faire du patin à roulettes. Et à cette époque, tous les squares étaient gardés par des gardiens
parce que les chiens n'avaient pas le droit de rentrer pour pas qu'ils fassent des besoins il y sur avait les des pelouses. gardiens devant chaque parc? Devant chaque square. Chaque square était gardé. Donc c'était Toujours. très sécurisé. Très sécurisé. Et donc, je m'approche, et là, j'ai mes patins roulettes, je cherche les garçons, et il y a le gardien qui m'arrête et qui me demande « Est-ce que tu sais lire ?» Je dis « Oui, j'ai plus que 8 ans, bien sûr que je sais lire. » Et c'est là qu'il m'a pris par la main et qui m'a emmené devant cette horrible pancarte blanche où il y avait écrit « Interdit aux juifs et aux chiens ». Et là, je me suis mise à pleurer, à hurler. Puis je suis rentrée en rasant les murs à la maison. Ça, c'est le premier, vous voyez. Le changement, vous me demandiez tout à l'heure, c'est ça. De me mettre devant cette pancarte, moi je m'estimais comme tout le monde. J'y vais en toute confiance. Il me connaissait, ce gardien. Je suis là tous les jours. Et juste ce jour-là, je ne peux pas rentrer parce que j'ai l'étoile jaune. À cause de cette étoile jaune. Ça a été, je crois, le moment le plus difficile où j'ai basculé pas seulement du manque de confiance, mais de l'insécurité que je sentais, d'être différente, d'être juif. Là, votre vie a changé. Oui, complètement. Là, j'ai basculé complètement. Et à partir de cette époque, j'ai commencé à vivre en vase clos, plein de maman, à ne pas vouloir sortir. Ça vous a changé? Terrible. Ah oui, là, c'était terrible. Pour moi, ça a été... oui, je vivais dans la rue était pour moi, les garçons, le square, l'école, c'était normal. Puis là, tout d'un coup, on vous met comme un paria, vous êtes mis au banc des accusés, vous êtes différente du jour au lendemain, parce qu'on vous a obligé à mettre cette horrible étoile jaune. Oui, ça a été un gros, gros traumatisme. Ça, c'est en juin 42 ? Et un mois plus tard, le 16 juillet 42, oui. La police française toque à votre porte. Oui, 6 h du matin. Vous vous en souvenez? Oui, très bien. Ma sœur dort encore. Ma mère demande qui est là, les polices. Elle ouvre. Et là, il y a 2 policiers qui sont là. Il fait chaud, on est quand même le 16 juillet. Mais ce jour-là, vous savez, des fois ça arrive en été, il y a une espèce de petite pluie fine qui tombe. Moi, je dis toujours, c'est comme si le ciel pleurait avec nous, en fait, ce jour-là. Et ils sont là avec une liste et ils disent à maman, voilà, on vient chercher votre mari, Abraham, Rayman et tout ça. Et ma mère dit, mais il a déjà été arrêté, puis il est même parti en destination inconnue. Et eux, sans se démonter, avec la liste de la main, ils disent, c'est pas grave, c'est vous et vos enfants. Ils avaient la liste, et ils donnent Madeleine, le nom de ma sœur, Arlette, mon nom, marqué, Malka, le nom de ma maman. C'est vous et vos enfants. Et alors là, j'ai vu ma maman, qui était une maîtresse femme. Elle avait l'habitude d'avoir du personnel sur des ordres. On avait du personnel qui s'est déchaîné. Elle s'est battue avec. Elle a pris tout ce qu'elle a trouvé. Des vases, des tabourets, des chaises. Elle leur a tout lancé. Elle ne voulait pas se laisser arrêter. Elle lançait les vases sur la complètement. police. Elle ne voulait pas se laisser arrêter. Elle dit, vous ne m'aurez pas. Et eux, sans se démonter, dépêchez-vous, prenez des vêtements pour quelques jours et de la nourriture. Mais quelle nourriture? On n'avait rien d'avance. Les Juifs, on n'avait pas d'abord les mêmes horaires pour aller acheter de la nourriture dans les épiceries. On était Juifs. Et la maman s'est déchaînée. Bon, ça ne servait à rien du tout. Et il a fallu faire ce que tous les gens de l'immeuble ont fait, où j'habitais, comme je vous ai dit, ce grand pâté de maison où il y avait les 4 corps de bâtiment. Il y avait 4 familles juives qui habitaient dans l'immeuble où j'habitais, tous avec des enfants. Tous, on a été arrêtés. Tous, tout le monde a été arrêté. Et c'est pour ça que même en écrivant, là, je vous ai dit, le dernier livre, je culpabilise beaucoup. De quoi? Parce que de tout l'immeuble, personne n'est revenu. Avec ma sœur et moi.
grâce à ma maman. Et culpabilisée. Vous savez, il y avait Régine blonde, aux yeux bleus, Lazare qui était là, Serge. Je jouais, je les connaissais, on jouait dehors tout le temps. Des enfants. Vous savez, pourquoi le premier livre, vous voyez, s'appelle Les enfants aussi? Parce que justement, la veille, ou l'avant-veille de la rafle du Vélodrome d'hiver, les Allemands ont demandé aux Français un quota de Juifs pour les arrêter, puisque les hommes étaient déjà partis sur les camps d'Auschwitz. Et ils disent, voilà, il nous faut tant et tant de Juifs, mais au-dessus de 16 ans. Les enfants n'avaient pas été demandés. Les Allemands n'en voulaient pas. Et c'est le maréchal Pétain, on a son papier de sa main, qui a rajouté les enfants aussi. C'est pour ça que le livre s'appelle Les enfants aussi. De sa main, il a rajouté. Et c'est pour ça qu'ils ont arrêté des bébés, des nourrissons, des vieillards, tout le monde. Les Allemands ne demandaient pas ça, il y en avait d'autres. C'est les Français qui ont rajouté. Oui, parce que vous n'aviez que 9 ans. Oui. Vous n'auriez pas dû. On n'aurait jamais dû être arrêtés, jamais. Ma mère, oui, mais pas nous. D'ailleurs, on le voit dans les films que l'on voit dans la rafle et tout, ils ont arrêté les enfants. Oui. C'est les Français qui ont rajouté, c'est le maréchal Pétain de sa main. On a le papier. Pas dire que ça n'a pas existé. Quand votre maman se bat contre votre arrestation, qu'est-ce que vous ressentez? Vous avez peur? Oui, bien sûr que j'ai peur, parce que c'est face à la police. Pour moi, la police, c'est pas béni, c'est sacré, tout ça. Mais maman est forte quand même, j'ai confiance en elle. Ouais. Je la trouve quand même très costaud. Oui. Donc on vous emmène avec votre sœur et votre maman au Vélodrome d'hiver. Oui. C'était un stade avant, c'est ça? Oui, c'était un énorme... c'était plus qu'un stade, c'était un petit peu comme un Bercy maintenant, ou un palais des congrès, c'est-à-dire un port de Versailles, où il y avait des manifestations sportives, de vélo, de catch, de politique, des choses comme ça. Mais moi, je ne connaissais pas du tout. D'abord, c'était à l'autre bout de Paris, puisque moi, j'habitais dans le 3e, ça, c'est dans le 15e. Et puis, je pense que d'abord, mon père n'était pas du tout engagé politiquement dans un parti, parce que je ne l'ai jamais vu partir à une manifestation, quoi que ce soit. Et puis, ni sportive non plus. Donc, je ne connaissais pas du tout. Donc, on arrive dans ce Vélodrome d'hiver. Vous dire ce que c'était. Vous savez, tous les films que vous voyez, c'est plus que vrai. Mais ce que l'on a vécu là-bas, on ne peut pas, on peut même pas. Moi, je me souviens avec Simone Veil, on en parlait, tout ça. Personne ne peut le ressentir. Parce que moi, quand j'ai vu le premier film, La Rafle, je me souviens, avec mon mari, on est aux Champs-Élysées. Il y a M. Jacques Chirac qui a fait la reconnaissance du gouvernement français, de la collaboration. Il y a Chirac, il y a Serge Klarsfeld, il y a 2-3 survivants de la rafle Vélodrome. Et on est au cinéma aux Champs-Élysées. Et au moment où je vois les gens dans le film qui arrivent au Vélodrome d'hiver, je dis à mon mari, il faut sortir du cinéma, ça sent mauvais. Puis attends, arrête, on est aux Champs-Élysées, ça sent pas mauvais. Moi, je sentais le Vélodrome d'hiver. L'odeur du Vélodrome d'hiver. La promiscuité, il n'y avait pas d'eau. Ils avaient fermé l'eau. Bon, il paraît que ce n'était pas spécialement pour nous, comme quoi l'hiver avant avait été rigoureux, bon, donc, mais il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas de toilette. De l'eau. Il n'y avait rien. Les bouteilles d'eau, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de toilette, il n'y avait rien du tout. On n'avait pas l'odeur qu'il y avait. Ça sentait quoi? Je sais pas. Vous savez, quand je vois les films, je le ressens encore. Je vais vous raconter un fait dans le Vélodrome d'hiver. À un moment, je dis à ma mère, j'ai envie d'aller faire pipi. Bon, elle me dit, écoute, tu vas avec le petit voisin. On s'était groupé tout l'immeuble sur un gradin en pierre, là, en béton. Elle me dit, tu vas avec Lazare, là-haut, il doit y avoir des toilettes. Donc nous, on était en bas.
il me prend la main et on monte, et plus on monte, je sens cette odeur, puisqu'il n'y avait pas de toilette. Et en haut, qu'est-ce que je vois? Des gens pudiquement contre le mur, se soulager, d'autres les cachaient avec un vêtement ou un drap. Puis il y a cette odeur qui est là, puis les excréments qui descendent, il y a des escaliers. Moi, je vais avoir 9 ans, puis il y a des choses que je ne connais pas. Et je vois du linge souillé avec du sang. Je ne sais pas ce que c'est que les règles. Je ne sais pas ce que c'est que d'être indisposée. Moi, je ne connais pas. Personne ne m'a expliqué, je n'ai pas l'âge. Maman n'a pas encore l'âge de m'apprendre. Et moi, je suis persuadée qu'on est en train de tuer tout le monde. Et je me mets à hurler en disant « Lazare, il faut descendre, on tue tout le monde ici !» Et je me mets à descendre. Bien sûr, j'ai fait pipi dans ma culotte. Et j'arrive chez maman et je lui dis « Maman, il y a du sang partout là-haut. On tue les gens. Il faut sortir de là. » Alors je me souviens, ma mère m'a pris dans ses bras et elle a essayé de m'expliquer « Tu verras, mais plus tard » et tout ça. Mais moi, je ne veux pas comprendre. Et je n'essaie même pas de comprendre. Je fais une abstraction. Elle essaye de m'expliquer qu'on ne tue pas les gens, que ce sang, ce n'est pas du genre. Et moi, je ne veux pas comprendre. Et j'ai une espèce de blackout et je ne comprends pas. Et je suis persuadée qu'on tue les gens. Elle a mis longtemps à me calmer, je restais dans ses bras. Jusqu'à un moment, je suis dans ses bras, je vois quelque chose qui tombe là-haut des gradins, puisque nous on était en bas. Je lui dis, maman, qu'est-ce qui tombe? Oh, elle dit, c'est des gens qui ont perdu du linge. Puis comme je commence à avoir repris un petit peu sur moi, curieuse que je sais, je dis, tiens, je vais aller voir. C'était un suicide. Quelqu'un avait sauté? Carrément, oui, quelqu'un avait sauté. Il y avait des gens qui se sont suicidés. C'est la première fois que vous voyez un corps comme ça? Quelqu'un qui s'est jeté. Maman me dit que c'est du linge, je veux bien croire. Mais bon, j'ai été voir qu'est-ce que c'était, comme tous les enfants. C'était un suicide. Vous restez combien de temps là-bas? Je sais pas, j'ai pas trop la notion du temps. Je sais une seule chose, c'est qu'ils appelaient des noms et ça devait être par ordre alphabétique. Donc nous, on s'appelait Raymonde, donc avec les R, donc on est descendu quand on a entendu notre nom. Et là, ça a été retour l'horreur totale. On nous a remis dans ces horribles autobus. J'ai horreur de ces autobus. Vous savez, de temps en temps, on en voit dans Paris quand ils ont besoin de tourner des films avec, les autobus à plateforme. J'ai horreur de ces autobus. Encore aujourd'hui, vous avez peur? Encore. Parce qu'on nous a bousculés dedans. On nous a dit, mettez votre baluchon sur la plateforme. On était bousculés, c'était horrible. Donc on nous a remis dans ces horribles autobus et direction la gare d'Austerlitz. J'ai dit que j'étais infernale. J'ai fait des tas de trucs, très sportifs. Je vous dis, deltaplane, j'ai conduit des avions, j'ai fait de la plongée sous-marine, des trucs. Mais je ne peux pas passer la gare d'Austerlitz. Vous ne pouvez pas Non. Ça vous rappelle trop ce souvenir-là? Je ne peux pas. Jusqu'à présent, la gare d'Austerlitz, je ne peux pas y aller. Parce que je me souviens, ce mois de juillet, il fait chaud, il fait lourd. Là, il ne pleut pas. Et on arrive gare d'Austerlitz. Ils avaient vidé toute la gare d'Austerlitz de tous les passagers. Il n'y avait pas de passagers. On arrive, il n'y a que des wagons à bestiaux. Vous arrivez gare d'Austerlitz, il y a un soleil de plomb. Vous voyez le train qui est là avec les wagons à bestiaux. On vous met devant chaque wagon à bestiaux avec une planche pour y monter. Il n'y a pas de fenêtre. Il n'y a rien. Un wagon à bestiaux, il faut aller voir. Je ne sais pas si vous avez été à Drancy. Allez voir ce que c'est qu'un wagon à bestiaux. Et on vous amasse dedans? C'est-à-dire on a ordre de rentrer. Bon, ils avaient eu un petit peu d'humanité, il faut dire la vérité. C'est-à-dire qu'on n'avait pas eu d'eau, on n'avait rien eu depuis plusieurs jours, ni rien. Donc devant chaque wagon à bestiaux, ils avaient mis ce qu'on ne trouve plus maintenant. C'était des grands bidons où on livrait le lait et l'eau en étain, vous savez, en métal. Alors il y en avait un avec du lait et un avec de l'eau.
et on nous met devant. Et évidemment, les mamans, elles voient ça, elles se précipitent, les enfants ont besoin de boire. Et les mamans se précipitent, il y avait un car métallique militaire pour prendre le lait. Et les mamans veulent donner du lait aux enfants. Elles commencent bien sûr à se bagarrer un peu. Et là, j'entends ma mère, comme je vous ai dit, une maîtresse femme, qui dit « Mais arrêtez de vous battre. Ils veulent que ce soit des bêtes, on n'est pas des bêtes. On va donner d'abord à boire aux plus petits. » Ben, les femmes l'ont écoutée. Et elle a commencé à donner à boire aux plus jeunes. Bon, ma sœur est un peu plus âgée, moi aussi, puis elle a soif. Et je me souviens, elle s'est approchée de maman en disant « Maman, j'ai soif ». Eh bien, maman, elle a repoussé gentiment en lui disant « Madeleine, c'est pas ton tour ». Elle était extraordinaire. Elle a mis des règles. Ouais. Et vous avez pu boire? Hein? Vous avez pu boire? Oui, bien sûr, j'ai pu boire. Donc, on monte dans le wagon bestiaux. Il n'y a pas de fenêtre. Il y a ce hublot, un soupirail d'un côté, un autre d'un autre côté, mais qui a la hauteur des naseaux des chevaux. Pas des bébés, pas des enfants, pas des vieillards, pas des malades. Et on rentre dedans et on est serré. Et on ne peut pas respirer. Et là, j'entends maman qui dit « Prenez un enfant dans les bras et faites-le respirer ». Et je me souviens avoir été soulevée plusieurs fois pour pouvoir respirer. On tournait serré dans ce wagon à bestiaux. Des adultes, vous soulevez voilà. pour respirer un peu, c'était pas forcément votre maman. Oui. Il y a eu de la solidarité pour sauver les enfants. Oui, là, ça a été formidable. Elle a fait autre chose. Vous savez, la France, c'est pas tout noir. C'est pas tout blanc. Bien sûr. Je vais vous montrer. C'est à partir de cette époque que... C'est vrai que la France a collaboré. Mais c'est à partir de cette époque que les Français se sont réveillés. Vous savez, de toute l'Europe, puisque je dis la France a collaboré, mais de toute l'Europe, c'est en France qu'on a sauvé le plus d'enfants juifs. Et à partir de cette époque. Parce que quand mon père est parti sur Auschwitz se faire assassiner, on s'est dit, bon, il va travailler en Allemagne. On ne savait pas ce que c'était que Auschwitz existait, les chambres à gaz. Mais quand les Français ont vu ces petites mains de vieillards, d'enfants qui sortent de ces soupirails, ils se sont dit, ceux-là ne vont pas travailler. Et c'est à partir de cette époque, je vais vous raconter un fait qui s'est passé dans ce wagon à bestiaux. Donc on est dans ce wagon à bestiaux, donc je vous dis, je suis soulevée pour respirer, et maman, courageuse, décide d'envoyer un petit mot à des voisins non juifs, comme quoi on a été arrêté arbitrairement, parce que c'est vrai, elle avait un Ausweis. Un Ausweis, ça veut dire un droit de circuler. Son matériel avait été saisi et que des usines avec notre matériel avaient été créées rue Martel. Et alors, elle décide donc de prévenir des voisins, comme quoi on a été arrêté arbitrairement. Donc, je me souviens, elle trouve un papier dans son sac, un crayon, elle me l'écrit sur mon dos, et elle le roule comme une cigarette. Et puis, à un moment, elle se ravise, elle prend de l'argent dans sa poche, qu'elle rajoute à cette cigarette. Le train démarre, et elle va pour le jeter sur la voie ferrée, et elle hésite. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle me tire des cheveux, j'avais des cheveux longs, elle me tire des cheveux. Pourquoi? Elle n'avait pas d'enveloppe. Elle s'est dit, l'argent, ça va se désolidariser. Avec les cheveux, elle a tout attaché. Prenez les cheveux dans votre brosse, ça sert. Vous ne pouvez plus les enlever, vous le mettez sur votre doigt, mais c'est très solide. Donc elle a pris quelques cheveux et elle a attaché le billet et le petit mot. Et quand le train a démarré, elle l'a jeté sur la voie ferrée. Eh bien, ce petit mot est arrivé à Paris. Quelqu'un a récupéré le mot? Quelqu'un a récupéré le mot. Pas d'enveloppe, pas de timbre. Un peu d'argent et un bout de cheveux. Mais quelqu'un s'est donné la peine de l'envoyer. Il aurait pu garder, il a gardé l'argent, c'est vrai. Enfin bon, c'est normal. Oui. Mais il aurait pu tout garder, il aurait pu jeter le petit mot. Le petit mot est arrivé. C'est ça la France que j'aime. C'est cette France-là. Parce qu'on parle de la collaboration, mais il y avait des résistants. Ou il y avait des gens qui aidaient. C'était pas des résistants, c'était des gens tout simples.
C'était, vous savez, la France profonde. J'ai pas été cachée chez des résistants, j'ai été cachée chez des gens simples, des gens, la France profonde, pas des hauts gradés, pas des préfets, pas du tout. C'est cette France que j'aime, c'est la France du cœur. Et c'est quelqu'un qui a trouvé ce petit mot. Et qui l'a envoyé à vos voisins. Ouais. Est-ce que ça a servi ce petit mot? Non, pas vraiment. Non, ça n'a pas C'est servi. pas comme ça que Non, votre ça n'a maman pas vous servi. sauve. Mais bon, ça a aidé ma mère à se dire, bon, elle fait quelque chose. Elle avançait. Ma mère, elle avait besoin d'avancer, d'être positive, de faire quelque chose. Il fallait qu'elle fasse quelque chose. Elle avait l'air très courageuse et très maligne. Très courageuse, puis déterminée, puis des idées plein la tête. Le lait, les enfants dans le wagon, tout ça. Vraiment, puis écrire ce petit mot, il fallait le faire. Ouais. Rouler une cigarette, le train qui démarre, il faut faire tout ça. Non, c'était une femme courageuse. Mais c'est pour vous montrer qu'est-ce que c'était que la France. Les parents, c'est pas tout noir. C'est vrai qu'il y avait la collaboration. C'est vrai qu'il y avait Pétain, il y avait Vichy. Mais c'est pas tout ça, la France. Vous savez, moi, je suis quelqu'un de... Ah, vous avez compris, plutôt carré. Je ne serre pas la main à tout le monde. Ah ouais? Ouais. À qui vous serrez plus la main? Que j'ai pas serré la main. Un chef d'État. Un président de la République. Bien après la guerre, il y a la commémoration du 16 juillet 1942. On est au Pomo irakienne. Il y a Badinter qui est là. Et tous les Juifs, pourquoi on est là? Badinter est là parce qu'il y a Mitterrand qui veut libérer Papon. Et les Juifs, ils disent non. Et on est là en train de protester et on crie. Et Badinter monte sur le pont, sur le métro aérien. Il dit, j'ai honte, vous criez pour quelqu'un qui est en prison et trucs comme ça. Et les Juifs, ils disent, mais il ne faut pas le libérer, Papon qui reste en prison et choses comme ça. Bon, la cérémonie se passe et Mitterrand descend. Comme chaque année, le président est là et il serre la main des survivants qui sont là. Puis il y a les caméras qui sont là. Et Mitterrand passe devant moi et moi je baisse la main. Et je ne serre pas la main. Pourquoi vous lui serrez pas la main? Les caméramans sont venus me trouver. Pourquoi vous avez serré la main? Vous n'avez pas voulu serrer la main. Pourquoi je n'ai pas serré la main? Parce qu'après cette commémoration, il va aller fleurir la tombe à Pétain. Et moi, je ne serre pas la main à quelqu'un qui va fleurir la tombe à Pétain. Et je n'ai pas serré la main. Vous pardonnez pas? J'oublie pas ça. Je ne peux pas. Il a massacré des enfants, des vieillards, que les Allemands n'avaient même pas demandé. C'était de... Je ne peux pas oublier. Ce n'est pas la France que j'aime. Donc ça, non. Donc voilà, vous voyez, je vous ai dit, je n'ai pas serré la main d'un président. Je ne peux pas le faire. Parce que c'est au-dessus de mes forces. C'est au-dessus des valeurs que j'ai reçues. Parce que mon père n'aurait pas compris que je serre la main à quelqu'un qui va aller fleurir la tombe à Pétain. Après, me serrer la main. Moi, je lui serrais la main parce qu'il est président, mais il est quoi? On parlait de votre maman, vous êtes emmené au camp de Boude-la-Rolande. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Comment votre maman réussit à vous faire sortir de là? Comment elle fait? Alors, maman, maligne comme elle était, puis intelligente surtout, une femme courageuse et intelligente. Donc on arrive dans le camp, retour pareil, bagarre, les gens pour dormir sur les... Il y avait les chalets, alors ceux qui avaient des bébés qui étaient en haut, ils faisaient pipi sur nous. Il n'y avait pas, comme maintenant, d'échange en cellulose. Hein. Les mamans avaient 2-3 couches et des trucs comme ça, les bébés faisaient pipi. Bon, enfin, ça a été l'horreur, infection totale, tout de suite. Mais maman décide qu'on peut pas... Il faut qu'on sorte de là, parce qu'elle a compris, vu que mon père, comment il était parti. Donc, il y a les gendarmes dans le camp de Boude-la-Rolande avaient besoin de quelqu'un qui parle l'allemand. Les Français ne parlaient pas beaucoup l'allemand, ce n'était pas une langue en odeur de sainteté. La guerre de 14, de 70, bon, c'était pas l'Allemagne, ce n'était pas en odeur de sainteté. Ma mère parlait l'allemand. Et puis le yiddish, ça passe très bien. Donc, j'ai dit, bon,
aller travailler dans les bureaux. On ne sait jamais, du moins qu'elle puisse se faufiler, intelligente et tout. Et un jour, elle revient dans la baraque et elle dit, écoutez, elle dit à tout le monde dans les baraques, ça ne va pas du tout. On a fait des listes, il y a des listes de femmes et des listes d'enfants. On va séparer les mamans des enfants. Et là, toutes les femmes dans la baraque lui sont sautées dessus en lui disant, t'es folle, Malka. Jamais, jamais, c'est la perle de la France, jamais on va séparer les mamans des enfants. Et ils ont séparé. Et ma mère le sentait. Et à partir de là, elle décide qu'il faut sortir. Donc elle a monté un énorme mensonge auprès des gendarmes, en disant, voilà, vous voyez, j'ai mon Ausweis. Elle avait ses papiers, l'Ausweis. C'était un ticket de droit de circuler dans Paris parce qu'on avait été spoliés et tout ça. Et elle dit, vous voyez, donc j'ai un Ausweis, vous nous avez spoliés, vous nous avez pris tout le matériel, mais j'en ai caché. Si vous me relâchez avec les enfants, je vous dirai où c'est. On vous donne tout. Voilà, je vous donnerai où c'est. Et là, elle revient dans la baraque et elle dit, voilà, je ne sais pas si ça va marcher, donnez-moi des enfants, je dirais que c'est mes neveux, mes nièces. Aucune mère a voulu se séparer des enfants. Pour eux, c'était une protection. Et bien, un jour est arrivé un gendarme dans la baraque avec un papier où il y avait écrit « Madeleine, le nom de ma sœur, Arlette, Malka, le nom de ma maman, libérée, tampon juif utile. » Avec ordre de rendre le matériel. Premier miracle, on sort du camp de Bollaert-Rolande. Et ma mère me raconte après, elle dit, tu te rends compte, on est sorti. Personne ne sortait du camp. On ne sortait pas. Et on est sorti du camp. Et on nous emmène à la gare de Bollaert-Rolande. Et là, le deuxième miracle, il n'y a pas de wagons bestiaux. Un train normal, de passagers normal. Et les trains, c'est pas comme maintenant, ils n'étaient pas. Maintenant, vous allez de la queue à la tête. Oui. Avant, il y avait des petits compartiments où on ouvrait une porte qui descendait sur la voie ferrée ou sur le quai de la gare. Et on nous met dans ce compartiment. Il y a les gendarmes qui sont là. Le train démarre et eux ne montent pas avec nous. Vous êtes toutes les trois? Et on est toutes les trois. Dans le train, en direction de Paris? Dans les trains. Direction Paris, ordre de rendre le matériel et tout ça. Mais c'était quoi comme matériel? Des machines de travail qui étaient de l'or pour les Allemands, parce que c'était des machines de fourrure. Avec ces machines-là, ils faisaient des petits gilets en peau de lapin qu'ils envoyaient aux soldats allemands sur le front russe. D'accord. Donc c'était de l'or. Donc on est dans ce train, et c'est un train de passagers. Il n'a pas priorité, il y a les trains de matériel allemand qui a priorité. Donc le train démarre, on nous met sous une voie de garage, il fait chaud, on attend et tout ça. Et là, maman a une idée de génie. Encore une. Encore une autre. Et qui dit, voilà, le train, prochaine fois qu'il s'arrête, vous sortez. Vous vous accrochez, il y avait ces gros plots en acier. Vous vous couchez, les trains étaient très hauts, les rails étaient en dessous et les roues étaient très hautes. Vous vous couchez. Sur les rails? Entre les rails. Entre les rails. Entre les rails, et je vous récupérais. Et là, moi, courageuse, téméraire, j'ai une peur bleue, mais très peur. Et jusqu'à présent, j'ai une espèce de blackout. C'est ma sœur qui m'a raconté. Oui, tu l'as fait. Donc le train s'est arrêté. On est sortis. Toutes les deux avec votre sœur? Avec ma sœur, avec ma mère. Je ne sais pas quoi elle a fait. Et le train est parti. Et elle nous a récupérés. Et on est rentré à Paris, à pied. À pied? D'où? À partir d'où? Oh, je ne sais pas. On était sur des rails, j'en sais rien du tout. Vous avez marché combien de temps? Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est très nébuleux dans ma tête. Ouais. Très, très nébuleux. C'est un passage très, très difficile. Parce qu'elle avait peur que quelqu'un vous attende à la gare, à Paris. Oui, bien sûr. Elle savait qu'on va se faire arrêter, bien sûr. Alors, il n'y avait rien du tout. C'est son histoire de matériel, c'était tout bidon. Il n'y avait pas d'autre. C'était tout bidon, tout ça c'était faux, tout le matériel avait été pris. Votre maman vous a sauvé la vie? Ah oui, oh oui. Par son courage. Et puis après on est arrivé à Paris, et c'est là qu'à Paris, on a retrouvé la maman de la petite Lily là, qui est là, qui elle, le 16 juillet 1942, aussi a été visitée par des policiers,
Mais elle a eu affaire à des policiers, et il y en a eu dans Paris, à des policiers compatissants. Quand ils ont vu une maman avec une petite fille qui pleurait et tout, ils lui ont dit, bon, allez chercher du lait. Mais il est 6 heures du matin, et puis elle dit, Paulette, enfin sa maman, Paulette, elle dit, je vous ai dit d'aller chercher du lait. Et puis vous emmenez la gamine. Donc elle a pris sa fille par la main, elle est descendue dans la rue, et c'est dans la rue qu'elle s'est rendue compte qu'il venait de lui sauver la vie. Elle s'est cachée dans une porte cochère, et quand nous on est arrivés à Paris, on a retrouvé Pauline justement, sa fille n'étant déjà plus là, elle avait trouvé des paysans dans le Loir-et-Cher pour cacher sa fille, et que ma mère après a contacté. Donc vous avez rejoint Lily? On a rejoint la famille où Lily était, parce que c'était une famille de Français que j'aime, comme je vous dis. Il y avait l'oncle, le beau-frère et tout ça. Tous ils ont caché des enfants juifs, tous ils ont fait de la résistance dans cette campagne du Loir-et-Cher. Vous savez, c'est vrai, je suis née à Paris, mais non, je ne suis pas née à Paris. Je suis née à Vendôme, dans le Loir-et-Cher, parce qu'ils m'ont sauvé la vie. C'est chez vous, là-bas? Oui, parce qu'on est arrivé, mais chez des gens, mais simples, vous ne pouvez même pas imaginer. Parce qu'ils prenaient un risque énorme. Énorme, énorme. Est-ce qu'ils étaient conscients? Je ne sais pas. Ils cachaient plein d'enfants. Ils avaient une petite maison pour l'authenticité du livre avec mon mari. Vous savez, avec mes yeux de 8 ans, quand on a 8 ans, on voit tout très grand. Oui. J'avais dit, tu sais, la maison, elle est grande et tout ça, donc on a été voir la maison. C'est minuscule. Il y a 2 pièces qui font à peu près cette salle à manger là. Il y avait une chambre où lui dormait et une autre pièce qui servait de salle de séjour, où il y avait la cuisinière à charbon, à bois. Et puis lui, il avait construit une espèce de faux lit, c'est-à-dire avec des planches. Il avait pris des sacs où les paysans mettent le blé ou l'avoine ou des choses comme ça. Il avait rempli avec de la balle d'avoine et de la paille et on dormait dessus. Mais il y avait des filles et des garçons. Donc on dormait, vous savez, comme des sardines, les pieds à la tête, les garçons. Vous dormiez cachés? Non, pas du tout. Non. On n'était pas cachés du tout. On dormait dans la salle où il y avait ce poêle, où il y avait l'évier, où il y avait de tout. Il n'y avait pas l'eau courante non plus. On courait après l'eau. Après, il a mis l'eau du puits. Il y avait un puits dans la cour. Mais c'était des gens tellement pauvres. Bon, elle ne travaillait pas parce qu'il y avait plein de monde, mais qu'il fallait leur donner à manger. Elle allait au ravitaillement. Et lui, il était savetier. Vous savez ce que c'est que? Non. Eh bien voilà, dans toutes les écoles, même les enseignants ne savent pas ce que c'est. C'est un métier qui a disparu. On en trouve encore, vous savez, en Alsace, ceux qui ont des petits sabots en bois. Les paysans avaient, vous savez, ces sabots en bois, avec des chaussons, ils le mettaient comme ça, pour aller dans les champs. Maintenant, ils sont en plastique, c'était des crocs. Ah oui, vous savez, voilà, c'est les crocs. Mais à ce moment-là, c'était du bois. Des sabots. Donc, il y avait à Vendôme une usine, 2 sabots de bois, de savetier. D'accord. Et lui, il était... Mais qu'est-ce qu'il pouvait gagner? Rien du tout. Comment il nourrissait tous ces enfants? C'est-à-dire à manger? C'est-à-dire que ma mère, elle s'est cachée dans les fermes alentours. Et ma mère les a beaucoup aidés. Parce que, débrouillarde comme elle était, elle a réussi. Elle était folle, ma mère. Alors, on avait mis les scellés sur nos appartements, comme quoi c'était réquisitionné, on avait 2 gros appartements. Et elle a réussi de Vendôme à revenir sur Paris, briser les scellés et retirer. Les paysans n'avaient pas besoin d'argent. L'argent, ça ne servait à rien. Ils avaient besoin de nourriture? Ils avaient besoin de choses qui leur manquaient. Il n'y avait pas de vêtements. Ah oui. Ma mère avait beaucoup, beaucoup de linge, des nappes, des draps, du damassé, des choses comme ça. Donc elle a ramené de Paris. Vous vous souvenez du jour où on vous annonce que la guerre est terminée? Oui, bien sûr. Ah oui, la fin de la guerre a été extraordinaire parce que où on était cachés, je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'ils ont eu peur d'être dénoncés? Les 3 derniers mois avant la libération,
Ils n'ont pas pu nous garder. Ok. Donc ils ont retrouvé ma mère dans des autres fermes en disant on ne peut pas vous garder. Donc on ne pouvait pas revenir sur Paris parce que c'était plus possible. Donc je vous dis, je suis née à Vendôme, pas pour rien, c'est la plus belle ville du monde qu'il puisse y avoir. Il y a des grottes dans Vendôme qui existent toujours, il y en a moins maintenant, parce que tous les champignons de Paris viennent de là-bas. Ça pousse là-bas. Donc on s'est caché avec ma mère dans ces grottes. Il y avait d'autres réfugiés, parce qu'il y avait des bombardements dans la France, où les Alliés bombardaient. Donc beaucoup de Français avaient eu leurs maisons qui avaient été détruites. Donc on s'est retrouvés avec des réfugiés dans ces grottes, dans ces champignonnières, où on s'amusait comme des fous. Ma mère sortait la nuit chez les paysans qu'elle connaissait pour trouver de la nourriture. Et on jouait dans ces grottes jusqu'au jour où j'entends les cloches qui sonnent. Et je dis à maman, ah, il doit y avoir un mariage ou une communion. Elle dit non, c'est pas un mariage ou une communion. Ça, c'est pas le bruit des cloches de ça. Et c'était la libération. Je connaissais bien parce que j'allais au catéchisme. Moi, je peux vous réciter toute la messe en latin. En latin? Oui, tout le Salve Regina en latin. Et parce que là-bas, vous alliez encore... Au catéchisme? Bah oui, j'allais chez les sœurs. Et vous alliez à l'école aussi? Non, je n'allais pas à l'école. L'école, il n'y avait pas vraiment d'école parce que les enseignants se planquaient, ils avaient peur du STO, les uns étaient dans le maquis et tout ça. Donc, non, on n'allait pas vraiment à l'école. On vivait un peu comme des pirates, vous savez. La ville nous appartenait, la campagne nous appartenait. Chez les gens chez qui j'étais, par exemple, elle élevait des lapins, on mangeait du lapin, qu'elle élevait des lapins. Donc elle nous envoyait à l'herbe aux lapins. On passait des journées dans les champs, on volait des pommes, on volait du raisin, on volait n'importe quoi. Donc on a vécu vraiment comme des pirates. Mais j'ai vécu très heureuse là-bas. J'ai eu une enfance, j'ai appris de la nature là-bas. Vraiment, j'ai tout appris là-bas. Pas seulement d'avoir été chez les petites sœurs, chez le curé. Vous savez qu'il y a un curé qui m'a sauvé la vie. En faisant quoi? On est au patronage, ma sœur est dans une section plus grande, moi je suis chez les petits. Et c'est en été, et il y a le curé qui vient me trouver et qui me dit « Arlette, est-ce que tu aimes les fraises ?» Je dis « Oui, mon père, évidemment. » Donc il m'emmène dans son petit jardin de cure qui devait faire 2 fois cette salle à manger, même pas. Et je mange des fraises. Et le soir, je rentre chez ma mère nourricière, chez le Jean et la Jeanne. Et puis je dis à Jeanne, vous savez, aujourd'hui, le père, il m'a emmené dans son jardin, j'ai mangé des fraises toute la journée. Et elle me dit, comme d'habitude, ta Dieu est infernale. J'ai dit non, c'est vrai, j'avais été très sage. Et bien, figurez-vous, le lendemain matin, il y a une brave voisine qui vient, je la vois encore, comme si c'était d'hier. Elle est costaud, elle fait le tour par le jardin, elle se met ses 2 poings sur les hanches et elle appelle la Jeanne, chez qui je suis cachée. La Jeanne, faut que je vous raconte. Et elle vient, qu'est-ce qui se passe? Il faut que je vous raconte. Figurez-vous que hier, il y a eu une descente de la Gestapo chez notre brave curé, soi-disant, il cache des enfants juifs. Mais qui lui avait dit? Qui lui avait dit que c'était juif? Il le savait. Il le savait. Pourquoi il m'emmenait manger des fraises? Pourquoi pas les autres enfants? Je vous dis, la France, c'est extraordinaire. Vous savez, je m'en suis sortie extraordinaire. D'abord, comme je vous ai dit, j'étais infernale. Donc je joue dehors, là, chez qui les gens je suis, veulent pas que je sorte trop dans la rue, ils ont peur, j'ai pas de papier, je vis sans rien, rien du tout, comme des pirates. Et il y a un Allemand qui m'a pris en sympathie, qui me prend toujours dans ses bras, et qui disait une petite Mädchen, c'est-à-dire une petite fille comme ça, j'étais blonde, j'étais menue, il avait laissé en Allemagne. Un jour, il est revenu, permission, il m'a même apporté une poupée, s'il avait su que c'était une enfant juive. Mais c'est pas ça. Donc je suis là, et la Jeanne ne veut pas que je sorte. Elle me dit, il va arriver un jour quelque chose, ne sors pas, il y a toujours des Allemands en face. Et ben, il est arrivé ce qui devait arriver. Arlette, elle n'écoute pas.
Elle sort, l'Allemand il passe, il me prend dans ses bras. Et qu'est-ce qu'il fait? Il m'emmène dans le quartier général. Et là, il y a plein d'Allemands. Il y a des filles, mais il y a plein d'Allemands. Et qu'est-ce qu'on demande à une petite fille? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Arlette, mais je ne peux pas dire mon nom. Je porte un nom typiquement juif. Je m'appelle Reimann. Reinemann, ça veut dire homme propre en allemand. Et ils savent. Et j'ai 10 ans. Et là, je sais que je ne peux pas dire mon nom. Je sais que si je le dis, tout le monde va être arrêté. Et je ne peux pas dire. Et eux, ils insistent. Arlette, comment? Et je suis prise de panique. Ce n'est pas d'intelligence que j'ai. J'ai regardé à un moment l'allemand, j'avais très très peur. Et je lui dis, comme un enfant dit, Arlette tout court. Mais lui, il ne comprend pas le français. Il a cru que tout court, c'était un nom français. Et après, quand il me voyait dans la rue, il disait tout court maison. Que je retourne à la maison. Donc j'étais devenue Arlette tout court. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous pensez à cette famille? Beaucoup de reconnaissance, beaucoup d'amour vis-à-vis de la France. Puis c'est des gens qui ne se posaient pas de questions, pas des gens qui ont cherché la gloire, c'est pas des gens qui étaient dégradés, c'était des petits gens. Ils ont vu des enfants, des femmes malheureuses et tout ça. Ils les ont aidés. Pour eux, des juifs, ça représentait rien. Ils ne savaient même pas ce que c'était qu'un juif. Quand on voit aujourd'hui la montée de l'extrême droite, est-ce que ça vous ramène à votre passé? Ça vous fait peur? Oui, très peur. Qu'est-ce que l'enfant que vous étiez dirait à un enfant aujourd'hui qui vit un peu la montée de l'extrême droite dans toute l'Europe? Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Oui. Oui. Et c'est pas fini. C'est terrible ce que le monde est devenu. Comment l'inhumanité a pu remonter. Tout ça, de croire en l'humanité, c'est très difficile. Moi, je suis catastrophée. Je suis effrayée, j'ai très peur pour les enfants. C'est pour ça qu'on fait aussi cette interview aujourd'hui, pour pas qu'on oublie. Merci beaucoup Arlette. Merci de votre témoignage qui est très inspirant et qui, j'espère, va servir. J'espère, comme je vous ai dit. Moi, j'ai besoin de vous. J'ai besoin que votre reportage serve à quelque chose. Que cette France que j'aime se réveille. Qu'elle redevienne bleu, blanc, rouge, liberté, égalité, fraternité. Ça veut dire quelque chose chez moi. Merci beaucoup Arlette.